Salut et bienvenue dans cette 7e saison du podcast Filles Expat. Ici Kelly, ton hôte, comme toujours, et me revoilà en force pour continuer à te faire découvrir de nouvelles histoires de femmes qui vivent aux quatre coins du globe. Attache ta ceinture, c'est parti! Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Filles Expat. Je sais même plus dire le nom du podcast. Ça fait 3 mois que j'ai pas sorti mon micro et que je n'ai pas fait d'interview. Je pense que j'ai presque autant le stress que mon invité aujourd'hui. Comment tu vas, Célia? Ça va super bien. Écoute, moi, c'est le matin, donc je suis en forme. Je sais pas si c'est le cas pour toi, mais je suis très contente, en tout cas, d'être avec toi. J'avoue qu'avec notre décalage horaire, je fais jamais d'interview en soirée. Et en soirée, après une journée de travail. Mais je sais pas, j'ai la forme aujourd'hui. J'avais hâte qu'on échange parce que ça fait longtemps qu'on échange sur les réseaux sociaux. J'ai hâte d'en apprendre sur ton pays. D'ailleurs, dis-nous, tu nous parles de où aujourd'hui? De la Malaisie, un petit pays, Malaisie. souvent oublié d'Asie du Sud-Est, mais très chouette. Et tu as quel âge? J'ai 33 ans, 34 cette année. Encore toute jeune. Écoute, question signature pour démarrer la saison 7 du podcast avant qu'on rentre dans dans ton histoire de vie. C'est quelle a été pour toi la différence culturelle la plus surprenante que tu as expérimentée et comment tu as fait pour t'y adapter? Ok, alors cette question n'était pas facile parce que ça fait une dizaine d'années que j'habite en Asie du Sud-Est et même si tous les pays sont un peu différents, j'arrive plus en fait à me rendre compte ce qui est différent de mon quotidien ici, du quotidien en France. En fait, je sais pas, quand on intègre ça, voilà, je pense que je me rends plus compte. Mais aujourd'hui, ma différence culturelle la plus surprenante, en fait, c'est le fait que, alors, je sais pas si j'entre déjà trop dans le sujet, mais le fait d'être en couple en fait avec un Malaisien et en fait de découvrir la vision du couple et surtout la place de la famille ici dans un couple. Être en couple, ça implique très rapidement de devoir se marier parce que sans ça, on peut pas faire grand-chose. On n'est pas normalement autorisé à habiter ensemble sans être marié. Donc c'est vrai que ça a été alors pas avec mon copain qui lui est on va dire un petit peu plus occidental dans ses façons de faire. Enfin, il est pas très traditionnel, mais c'est vrai que sa famille, tout de suite, on m'a demandé quand est-ce que vous vous mariez, voilà. Puis tout le monde en fait me demande ça, et ça fait quasiment 5 ans qu'on se connaît, donc imagine combien de fois j'ai entendu ça. Et c'est vrai que au départ, ça peut être assez stressant. Ça peut être assez stressant d'avoir ce spectre du mariage qui en plus n'est pas franchement dans notre culture à nous. Je sais pas pour toi, mais enfin moi j'ai pas. Surtout aujourd'hui, Ouais, surtout aujourd'hui, j'ai envie de dire, où justement la femme quand même n'a plus cette place d'être seulement une femme mariée à faire des enfants. exactement, ouais. Et puis on peut avoir des enfants sans être marié. Ici, c'est inconcevable aussi. Donc voilà. Et alors comment j'ai surmonté ça ou comment je suis encore en train de surmonter ça puisque nous ne sommes toujours pas mariés. C'est simplement, c'est de rester ouvert en fait. Et je pense que c'est quelque chose qu'on apprend en s'expatriant aussi pour beaucoup de situations, mais rester ouvert à cette différence culturelle, la respecter, essayer de trouver un compromis finalement, d'aller un petit peu vers un milieu qui convienne aux deux cultures et le faire comprendre. Parce que c'est vrai que ici j'ai l'impression qu'on me traite un peu comme si j'étais malaisienne et de culture malaisienne, et c'est vrai que rappeler souvent que c'est pas ma culture, que c'est pas ma religion non plus, parce que la religion est très importante ici. Voilà, le rappeler sans faire trop de vagues. Donc c'est un exercice assez difficile. Et c'est vrai que quand j'en parle à mes amis, elles me disent mais franchement comment tu fais pour vivre un peu cette situation? Elle me dit moi ça m'aurait déjà trop angoissée, je serais déjà partie. Et je suis de nature angoissée aussi, mais bon, j'imagine que quand on est avec la personne qui nous convient, on fait tout pour que ça fonctionne. Mais voilà, la patience, la communication, l'ouverture d'esprit. Lui, il te met pas la pression. Pas du tout, ouais, c'est ça qui est important aussi, c'est voilà la communication avec lui aussi pour voilà. C'est vrai qu'on parle souvent de nous, les personnes qui partons vivre à l'étranger, à quel point on a des capacités d'adaptation, mais on n'envisage jamais que les personnes qui nous reçoivent et qui s'adaptent aussi à notre culture et à notre personnalité, eux aussi, il faut qu'ils s'adaptent. Et c'est vrai de garder ça en tête que, au final, c'est nous qui arrivons, ça nous adapter, oui, mais pas forcément. Donc, accepter que c'est des générations, des cultures différentes et que ça va prendre un petit laps de temps avant que eux puissent s'adapter à notre façon d'être, en fait. Ouais, c'est vrai, j'aime beaucoup ta remarque parce que
Même si donc mon copain qui est peut-être un peu plus qui a eu plus accès en fait à la culture occidentale, tout ça, même en venant quand il est venu en France avec moi l'année dernière en Europe, il a découvert des trucs qu'il imaginait pas et il a vraiment compris ma culture en fait, c'était l'idée. Mais voilà, j'imagine ses parents qui n'ont pas cette même alors ils sont ouverts au monde aussi hein, mais qui n'ont pas peut-être pas la même culture et pas l'accès à tout ça et ouais qui peuvent pas imaginer en fait comment c'est et c'est vrai, c'est super intéressant ce que tu dis et que, ouais, de donner aussi Mhm. un certain temps à ces personnes pour s'adapter à ma culture. Exactement. D'ailleurs, on va faire du coup un retour en arrière. Pouf, 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 on rembobine. C'était une réponse très intéressante que tu vas nous donner et je pense que ça ouvre un peu le suspense. C'est un peu ce que je recherche avec cette question, pour être honnête avec toi. C'est que ça donne envie aux personnes qui nous écoutent d'écouter la suite. Est-ce qu'on peut faire un retour en arrière? Est-ce que tu peux nous ramener à qui tu étais? Est-ce que tu as grandi en France? Je sais même pas, peut-être tu es né en Belgique ou en Suisse, je sais même pas, en France. Ouais. Et donc, rappelle-nous qui tu es, dans quelle famille tu as grandi, qu'est-ce que tu as fait comme études, etc. Tu connais le podcast, tu es une très grande auditrice, donc tu sais comment ça marche. Ouais. Alors d'où je viens? Non, je viens de Charente-Maritime, petit département tranquille de France. Je suis née, j'ai grandi là-bas. Et qui j'étais quand j'étais petite? J'étais une fille, et je le suis toujours, je pense, assez timide, assez introvertie, et je trouve ça assez dissonant en fait avec ma vie aujourd'hui d'expatriée. Mais en fait, être timide ou être un peu introvertie, ça veut pas dire ne pas pouvoir s'ouvrir au monde. Mais ouais, quand j'étais petite, donc j'ai grandi dans un milieu assez intime en fait, parce que j'habitais dans un petit village. Dans mon école, on était 10 enfants, donc l'ouverture aux autres. Enfin, j'ai jamais vu un étranger dans mon école ou d'autres cultures vraiment dans mon école. Voilà, je voyageais avec mes parents, mais surtout en France, ce qui m'a apporté, je pense, quand même beaucoup de curiosité, voilà, puis l'envie de visiter, d'apprendre. Parfois aujourd'hui, je me dis, mais qu'est-ce qui m'a amené à voyager un jour par moi-même ou à m'expatrier? Et j'ai repensé à plein de petites choses en fait qui m'ont peut-être marqué quand j'étais petite, notamment, alors mes parents qui quand ils étaient jeunes, quand ils avaient 20 ans, ils sont partis plusieurs fois à moto avec leurs amis jusqu'au Maroc ou en Algérie depuis la France. Et quand je regardais leurs photos, je me disais mais c'est un truc de fou en fait ce qu'ils ont fait. Voilà, donc il y avait ça un peu qui me berçait cette envie de faire la même chose un jour. Ma grand-mère qui voyageait un petit peu aussi et qui nous ramenait toujours des photos, qui faisait ses albums. Je sais pas, je pense que ça a attisé aussi ma curiosité. Et puis je pense quand même à une situation, quand on était à l'école primaire, ma petite sœur avait dans sa classe une Française, mais qui revenait d'Australie, où ses parents étaient expatriés. Et en fait, je trouvais ça dingue qu'elle revienne. Cette fille, elle avait peut-être 6, 7 ans. Elle parlait anglais, elle parlait français. Elle avait connu un autre pays. Elle était même née dans un autre pays. Et en fait, j'admirais cette famille et ça me donnait vraiment envie je sais pas, je trouvais ça super mystique. Est-ce que tu avais des cousines, des cousins, des oncles, des tantes, personnes dans ton entourage qui étaient déjà partis vivre à l'étranger? Je me rappelle quand j'étais au collège, oui, j'avais un cousin qui était parti vivre au Canada, au Québec, et puis j'ai eu aussi mes cousines qui sont parties en Erasmus, mais j'ai pas l'impression que quand eux étaient partis, c'est quelque chose qui me donnait envie en fait. Enfin, à ce moment-là, je crois que j'y pensais pas. Je trouvais ça chouette pour eux, mais c'est pas un truc que je pensais pour moi en fait. Qu'est-ce qui t'a poussé à partir la toute première fois? Est-ce que ça, tu t'en souviens? Oui, c'était à l'université, donc c'était pas très très tôt, et c'était pas mon idée à la base. C'était l'idée d'une amie qui voulait partir en Erasmus en Espagne. Elle voulait absolument faire un an d'Erasmus, et moi j'étais pas forcément emballée. Tu vois, à l'époque j'avais quoi, 20 ans, même pas. J'avais mon copain en France, j'étais bien dans mon petit confort. Et puis elle me dit allez, juste 6 mois, viens. Je dis bon, d'accord, 6 mois. Et il se trouve qu'en fait, on pouvait pas partir 6 mois, c'était forcément un an. Et je sais pas, je l'ai suivi, j'ai passé l'entretien et au final, j'ai été prise et elle n'a pas été prise. Donc je suis partie seule, sans elle. Parce que j'allais dire, bon, déjà, tu dois vraiment être très proche de ta copine pour pouvoir la suivre un an et partir loin de ton copain. Bon, même si c'est vrai que ça reste l'Europe, donc c'est pas non plus l'autre bout du monde. Mais alors là, le coup de moi, je suis Ouais, prise et pas elle, ouais, tu franchement, devais être j'étais pied de la bête. copine, je pense. Si, on l'a été, elle est venue me voir. Bon, on l'est plus aujourd'hui, mais ouais, je me suis dit bon, bah c'est pas grave, c'est un signe, tu vois, j'y vais, c'est pas grave, je tente.
Et t'avais pas trop peur à l'époque? Alors l'Espagne, je connaissais quand même assez bien enfin assez bien. Oui, j'y allais de temps en temps en vacances avec mes parents puisqu'on n'était pas très loin de la frontière. Et c'est un pays que j'adorais. Pareil, quand j'étais petite, je sais pas pourquoi, ce pays aussi me fascinait. J'avais envie d'être née espagnole, donc j'avais quand même, je sais pas, des envies d'autres cultures, hein, je pense, parce que j'avais envie quand j'étais petite, je disais je me marierais avec un Espagnol. Pas du tout aujourd'hui, mais j'avais vraiment envie d'être espagnole. Donc j'avais pas peur parce que même si je parlais mal espagnol, je connaissais un peu le pays, je connaissais les traditions. Mais le fait, ouais, je pense que je me rendais pas compte en fait de ce que c'était d'être loin de chez moi. Surtout que j'étais dans le sud de l'Espagne, donc c'était pas non plus à 5 heures de route, quoi. Mais je me suis rendu compte que ça allait être difficile le jour où mes parents, donc, qui m'ont emmenée en voiture, ils sont repartis. Je me rappelle, je suis allée toquer à la porte de mon colocataire italien avec qui je pouvais à peine communiquer pour lui dire mes parents sont partis, c'est triste. J'ai essayé de chercher du réconfort, mais Qu'est-ce qui t'a vraiment marqué pendant cette année-là? Est-ce que tu te souviens plus des moments difficiles ou est-ce que tu penses plus que tu as eu des moments où justement tu t'es ouvert personnellement? je pense pas à des moments difficiles. Au début, j'ai eu un peu le manque. J'avoue qu'au bout de 2 semaines, il y avait une semaine de vacances en Espagne, je sais plus quelle fête. J'ai pris un bus pour retourner en France quelques jours. Mais après ça, bah, en fait, dès qu'on rencontre du monde, donc moi j'avais mes colocataires avec qui j'étais proche, dont j'étais proche aussi. Je trouve que quand on rencontre du monde, on se crée une nouvelle famille, on se crée un nouveau cocon, et du coup non, j'ai aucun mauvais souvenir ou aucun souvenir difficile de cette année-là. J'ai eu la visite, c'était encore facile de rentrer en France, c'était pas non plus si loin si besoin, donc quand tu sais que tu as la possibilité, peut-être que ça aide aussi. Mais Mhm. Mais moi, c'est ça que je trouve, et tu me l'as déjà entendu dire dans d'autres épisodes, j'en suis sûre, où justement, je trouve que c'est intéressant toujours de partir dans un autre pays, mais qui fait partie de l'espace Schengen, à proximité. Comme ça, déjà, ça nous permet déjà de tester cette vie ailleurs, mais tout en étant un peu rassuré de la proximité. Et puis de voir déjà ce que c'est, en fait. Et puis même déjà d'apprendre une nouvelle langue, du coup, parce que même si l'Espagne, c'est proche, c'est quand même une nouvelle langue, c'est une ouais. nouvelle façon de vivre, de travailler certainement, d'étudier, etc. Donc, je trouve ça chouette. Je trouve ça vraiment chouette. Et ensuite, après cet Erasmus, qu'est-ce que tu as décidé de faire? Et alors j'étais donc en troisième année de licence, donc je suis revenue en France pour faire mon master, mais j'avais tellement aimé en fait cette expérience, le fait de me sentir étrangère en fait dans un autre pays, le fait d'être ouais, le fait de pas être dans mon confort de vie au quotidien, en fait, j'ai vraiment aimé et j'avais envie de retrouver ça. Et surtout, je me suis dit, waouh, c'est fou comment en si peu de temps on peut apprendre une langue quand on est vraiment dans l'environnement, Dans quoi. l'immersion. Ouais, en immersion. Et du coup, après ça, je suis partie, entre mon master 1 et mon master 2, je suis partie 2 mois en Écosse pour apprendre l'anglais. Très mauvaise idée, hein, de choisir l'Écosse pour apprendre l'anglais. L'accent était terrible. Je sais pas si j'ai progressé, mais c'était génial aussi parce que ouais, pour l'expérience humaine et le pays est très chouette. Et après ça, quand j'ai fini mon master 2, je suis partie 9-10 mois à Londres pour vraiment continuer sur cette lancée. C'était quoi ce master, le master qui te permet de partir comme ça dans plusieurs C'était pays? rien du tout. J'ai étudié le droit à la base, donc Ok. ouais, ça n'avait rien à voir avec mes études. En fait, quand je suis partie après mon master, j'ai juste fait un petit boulot dans une papeterie à Londres, vraiment pour améliorer mon anglais, ce qui m'a permis après, dans ma branche, en fait, de trouver un VIE en Thaïlande. Donc voilà. Là, j'ai ensuite commencé à travailler dans le droit un peu plus d'1 an après avoir eu mon master, mais parce que j'avais de l'anglais et qui m'a permis d'obtenir un bon poste dans un cabinet d'avocats en Thaïlande. Petite parenthèse, parce que tu viens d'aborder le VIE, on va pas rentrer dans le détail de ce que c'est le VIE, volontariat international en entreprise, parce qu'on a déjà plusieurs épisodes qui traitent, parce que c'est quand même une particularité, mais pour moi je trouve que c'est un contrat qui est quand même incroyable pour ceux qui ont l'opportunité d'en décrocher. Donc je mettrai dans la description de cet épisode différents témoignages de VIE, juste pour pas rentrer dans les détails de ce que c'est comme contrat, mais par contre, je veux bien que tu nous parles de la Thaïlande, parce que là, du coup, tu sors de l'Europe pour aller dans un pays asiatique. Là, je pense que la culture, le culture shock, je sais pas comment dire en français, la différence culturelle doit quand même varier. Est-ce Ouais. que tu te souviens justement de ces premiers moments quand t'es arrivée en Thaïlande? Ouais. Alors même si j'avais donc j'avais fait un voyage en début d'année, de la même année où j'ai trouvé ce VIE, j'avais visité rapidement la Thaïlande, mais
y habiter et visiter, c'est tellement différent. Et je me rappelle le premier jour, donc j'arrive avec mon décalage horaire, je me dis, il va falloir que je trouve à m'acheter de la nourriture, quelque chose à manger, quelque chose à cuisiner. Je vais pas aller dehors tous les jours. Et ben la difficulté de trouver un supermarché, déjà, je me suis dit, mais c'est où les supermarchés ici? Et en fait, il se trouve que c'est souvent dans les... Il n'y a pas de Leclerc. Il n'y a pas de Leclerc, non. Euh, Mais non, il y a un Big C, je crois, qui est du groupe Auchan, mais je l'ai su qu'après, tu vois. Mais au départ, on m'a dit, ben, c'est dans les centres commerciaux. Donc, je suis allée dans un centre commercial, j'ai fait mes courses, et puis à la fin, j'étais perdue en fait dans le centre commercial. J'ai pas du tout l'habitude, c'est pas du tout français et pas du tout ce dont j'ai l'habitude de mon petit village. Et je demandais à la caissière où est la sortie, et elle n'a pas compris. Je lui ai demandé en anglais Where is the exit, donc assez simple quand même. Et elle n'a pas compris. Parce qu'en fait, le niveau d'anglais n'est pas très, enfin, il ne parle pas beaucoup anglais en Thaïlande. Et là, je me suis dit, waouh, ça va être dur. Ça va être dur de, de survivre. Voilà. Donc, la petite anecdote, ouais, j'étais perdue. Je savais pas comment ressortir avec mes courses de ce centre commercial. Je t'imagine tourner, tu sais, avec tes sacs de courses. Elle est où l'exit? Exactement. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Mais non, en fait, on le sait tous, hein, le langage des signes, c'est ce qui fonctionne le mieux quand on est un peu perdu. Mais voilà. Et puis après, le début, c'est de trouver un logement seul, en fait. Je trouvais ça aussi, je me dis, mais aucune idée, hein. Ça fonctionne différemment. Il faut trouver, ouais, un agent qui va montrer différentes choses. Enfin, c'est un système totalement différent. Est-ce que tu t'es appuyé de ton entreprise, justement, qu'il y avait peut-être d'autres expats pour justement avoir un petit peu d'aide? Alors, il y avait une seule autre expatriée qui était ma manager. Tout le reste de l'équipe était thaïlandaise. Mais non, elle n'a pas été... ça n'a pas été la meilleure manager du monde, on va dire. Elle m'a pas trop, pas trop soutenue, donc j'ai fait beaucoup par moi-même. Vive l'entraide entre femmes, hein. À l'époque, il n'y avait pas les groupes Facebook, etc. Pas autant qu'aujourd'hui, je pense, c'était en 2014, donc c'est il y a 10 ans. Je pense qu'il y en avait, mais pas aussi développé qu'aujourd'hui. Ouais, non, c'est sûr. 2014, moi, je me souviens aussi, c'est quand je suis arrivée au Canada. Et j'ai pas le souvenir d'avoir été chercher des informations sur Internet ou des choses comme ça. Il n'y avait pas de podcast. Et je m'étais principalement appuyée de mes collègues canadiens pour ouvrir mon compte en banque, pour tout ce qu'il fallait faire. C'était vraiment mes collègues qui m'ont beaucoup aidé. Et donc la Thaïlande, t'es restée combien de temps? J'ai fait 1 an et demi de VIE, donc je suis pas allée jusqu'au bout de mes 2 ans parce que même si j'adorais le pays et mes amis là-bas, ça se passait pas très bien avec ma manager et surtout je me suis rendu compte que j'étais pas faite pour le droit et j'étais pas faite pour rester devant un ordinateur toute ma vie, tous les jours. Et après, suite à cette expérience, en fait, j'ai arrêté le droit et je me suis dit, je vais reprendre mes études pour aller vers quelque chose qui me permette, ouais, de continuer à habiter à l'étranger et d'avoir plus de connexion en fait avec les gens. Et finalement, je suis retournée vers une envie d'enfant, c'est-à-dire l'enseignement. Quand j'étais petite, je voulais absolument être maîtresse. Donc voilà, je suis retournée vers l'enseignement. J'ai repris un master, mais à distance pour continuer. J'avais pas du tout envie de retourner sur les bancs de la fac. J'avais quel âge à ce moment? 27 ans? Non, 26, 26, 27. J'avais pas envie de retourner à la fac avec des gens de 20 ans. J'avais envie de continuer à faire des expériences parce que je me suis rendu compte que c'était ça, de toute façon, qui nous apportait le plus et pas les études en elles-mêmes. Et que le diplôme, c'était un truc très français qu'il fallait avoir. Et donc, tu l'as fait d'où? T'es quand même rentrée en France? Alors, pendant ma première année de master, j'étais en Espagne. Donc, j'étudiais un master pour devenir professeur de français langue étrangère, donc pour enseigner le français aux étrangers. Donc mon idée d'abord c'était donc de partir comme assistante de professeur de français. Donc je suis repartie en Espagne 1 an pour assister des profs là-bas tout en faisant mon master 1 à distance. Et durant ma deuxième année de master, je suis venue en Malaisie pendant 6 mois pour faire un stage en même temps dans l'Alliance française pour laquelle je travaille toujours aujourd'hui. Voilà. On en vient à la Malaisie. Voilà. Et d'ailleurs, puisqu'on y arrive, j'ai envie de tester quelque chose que j'ai encore jamais testé dans les épisodes de Filles Expats. C'est qu'on va introduire notre cher ami ChatGPT. Avec plaisir.
Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ChatGPT, d'ailleurs, j'ai demandé à ChatGPT comment je parlerai de toi aux personnes qui connaissent rien en informatique. Donc, il m'a dit, écoute, tu pourrais dire à ces gens que ChatGPT est un programme informatique conçu pour comprendre et générer du texte de manière intelligente. C'est comme un assistant virtuel qui peut répondre à tes questions, te donner des conseils ou même raconter des histoires en utilisant ce qu'il a appris à partir de grandes quantités de données textuelles. En gros, c'est un peu comme avoir une conversation avec un livre qui peut te répondre. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas ChatGPT, toi je sais que Célia que tu connais un petit peu ChatGPT. Donc moi je lui ai demandé, je lui ai dit écoute, ChatGPT, j'ai 38 ans, je suis célibataire et j'ai envie d'aller m'installer en Malaisie. Quelles sont les 3 choses importantes à savoir? Donc ce que je te propose c'est que je vais t'en parler, on va en parler une par une. Je vais te dire ce qu'il m'a répondu et puis tu pourras rebondir et me dire ce que t'en penses. Ouais. Donc il m'a dit, écoute, Kelly, c'est génial que tu envisages de t'installer en Malaisie. Merci ChatGPT pour les encouragements. La première chose importante à savoir, c'est au niveau de la culture et société. La Malaisie est un pays multiculturel avec une riche diversité ethnique, culturelle et religieuse. La majorité de la population est musulmane, mais il y a aussi des communautés chinoises, indiennes et autochtones. Il est important de respecter les coutumes locales et d'être consciente des sensibilités culturelles, surtout en tant que femme célibataire. Par exemple, il est conseillé de s'habiller de manière conservatrice, surtout dans les régions plus traditionnelles. Ce qui est intéressant parce que c'est un peu ce que tu as abordé au tout début de l'épisode. Donc je pense que ça va peut-être nous permettre de rebondir un peu là-dessus. Donc à ton tour, dis-moi ce que tu en penses. Eh ben, écoute, ChatGPT, j'aurais pas pu dire mieux. Franchement, c'est un beau, un beau tableau, ouais, de la Malaisie. Effectivement, c'est un truc qui surprend dès la première visite, je trouve, de Malaisie. C'est cette multiculturalité qui, je pense, n'existe nulle part ailleurs, en fait, parce qu'il y a vraiment, c'est vraiment clair, ces différentes cultures, ces différentes religions, et tout le monde vit en harmonie, en fait, même si effectivement, il y a, bon, si on creuse, il y a toujours, il y a quand même des tensions. Mais voilà, les fêtes de chaque religion sont respectées dans le calendrier du pays, ce que je trouve super, en fait, quand à côté, la France se veut laïque, mais continue de fêter les fêtes chrétiennes. Mais voilà, voilà, c'est ça. J'aimerais juste ajouter une petite chose à propos de tout ça. En fait, j'étais venue pour la première fois en Malaisie quand j'habitais en Thaïlande et j'avoue, je m'étais pas du tout informée. Il n'y avait pas de ChatGPT à ce moment-là pour avoir un petit overview de ce qu'était la Malaisie. Et la Thaïlande est un pays bouddhiste majoritairement et donc moi je venais en Malaisie. Je suis venue un week-end de 3 jours en me disant ça va être un peu le même style de pays et tout. Et je suis arrivée dans un environnement totalement différent, avec des façons de se comporter différentes. Comme le dit GPT, faut être peut-être plus respectueux. Alors, je suis jamais en mini-short ou en crop top et tout, mais j'ai senti que voilà, il y avait des regards différents, une ambiance différente. En fait, c'est surtout l'ambiance qui m'a, je pense, surprise. Et je me suis pas sentie à l'aise au départ. Et pour être honnête, après ce week-end en Malaisie, je me suis dit, bon, bah, j'ai vu et je reviendrai pas. Oh il paraît qu'il y a que les cons qui changent pas d'avis. Écoute. Exactement. Donc ouais, en fait, ça m'avait un peu surpris cette culture différente. Et aujourd'hui, c'est ce qui me plaît en fait ici, et c'est ce que je trouve beau dans le pays. Alors ça inclut en fait d'avoir aussi des langues différentes, des écoles différentes. En fait, les cultures, restent assez hermétiques quand même, je trouve, et de plus en plus. Ils restent chacun entre eux. Ce qui est peut-être dommage, mais ouais, c'est intéressant de voir comment ils vivent quand même en harmonie, en fait. Et même si la langue officielle du pays, c'est le malais, en fait, ce qui est le plus parlé ici, c'est l'anglais. Donc, ce qui pourra t'aider à venir t'installer ici, Kelly. L'anglais, c'est assez Attends, bien. c'est le point numéro 2. C'est le point Super. numéro 2 de ChatGPT. Attention, la langue. ChatGPT m'a dit, la langue officielle est le malais, mais l'anglais est largement utilisé, surtout dans les grandes villes et dans les domaines du commerce et du tourisme. Cependant, il peut être utile d'apprendre quelques mots de malais pour faciliter l'intégration et les interactions quotidiennes. Célia, je vais te tester. Comment on dit « Bonjour, je m'appelle Célia » en malais? Alors, bonjour, là, c'est le matin, je vais te dire Selamat pagi, et je m'appelle Célia, nama saya Célia.
Ouais, non, j'allais tenter Nam de répéter, mais c'est pas possible. Selamat pagi. Nama saya Celia. C'est une langue très simple. C'est une langue très simple. Bah toi en plus qui deviens prof etc et qui semble être quand même assez à l'aise avec les langues, est-ce que là tu parles couramment le malais ou tu te contentes juste des phrases Pas du tout. Alors, je comprends bien, mais le problème, c'est ça, en fait. C'est que tout le monde parle en général bien anglais et c'est dur, finalement, de pratiquer parce que quand je m'adresse à des gens, euh, quand ils voient que je suis pas malaisienne, ils vont me répondre en anglais en général. Ils sont contents de pouvoir discuter aussi. Et alors bien que je sois dans un environnement assez malais, parce que donc mon copain est malaisien, je comprends bien quand il discute avec ses copains en général. Voilà, avec notre groupe d'amis, c'est souvent en malais que ça se passe, mais communiquer moi, parler moi, c'est plus difficile et je réponds en anglais. J'avoue, je suis très mauvaise. Je n'applique pas du tout ce que je conseille à mes élèves de faire, c'est-à-dire se forcer à parler la langue. Non, mais tu sais, pour ta défense, Célia, j'ai envie de dire que quand on est avec son copain et les amis de son copain, qui sont maintenant certainement tes amis, t'es aussi là pour passer du bon temps et avoir du divertissement. Enfin, donc apprendre une langue, ça demande quand même de l'énergie, etc. Donc je pense que ça a sa place à d'autres moments que quand t'es entouré de tes amis, en fait. Ouais, mais c'est vrai. Non, mais exactement, c'est ça. C'est que quand tu discutes avec un groupe d'amis, t'as pas envie de couper l'énergie en fait du groupe. Mais Mhm. j'aimerais m'améliorer et surtout que la région où j'habite a son dialecte aussi. Donc c'est ça le problème. Ça ajoute un petit peu de difficulté. C'est un petit peu différent ici. Mais d'ailleurs, alors avant qu'on rentre, parce que moi j'ai très envie de savoir comment t'es arrivé en Malaisie et bien évidemment comment tu as rencontré ton copain, mais on va aborder le dernier point de ChatGPT, Oui. qui est le coût de la vie et le système de santé. Alors il dit que le coût de la vie en Malaisie peut être relativement abordable par rapport à de nombreux pays occidentaux, mais cela dépend de ton style de vie et de l'endroit où tu choisis de vivre. Donc ça, cette réponse, elle s'applique pour tous les pays, j'ai envie de dire. Kuala Lumpur, j'espère que je le prononce bien, qui est donc la capitale. Et je crois pas que tu vis dans la capitale, toi. Si j'ai bien suivi tes stories, t'es pas dans Plus la maintenant. Ouais, capitale. j'y habitais 2 ans et demi et non, Ouais. on a changé. Ouais. Ok, j'ai bien suivi. Et donc c'est généralement la ville la plus chère. Et c'est la région aussi la plus chère, bah, du coup, en Malaisie. Assure-toi de bien étudier le marché immobilier et les dépenses quotidiennes avant de t'installer. En ce qui concerne la santé, le système de santé en Malaisie est assez développé, mais il est recommandé d'avoir une assurance santé pour couvrir les éventuels frais médicaux. À ton tour, dis-moi ce que t'en penses. Je suis d'accord avec ça. C'est vrai, bah, je pense comme partout, hein, une capitale sera toujours plus chère que le reste du pays. Après, bah, si on compare à l'Europe, on va me dire que ça vaut rien, mais encore une fois, on peut pas comparer en fait parce que ça dépend aussi de ton type de contrat. Alors, si tu es expatrié, oui, t'es le roi du pétrole en Malaisie. Si tu as un Ouais. contrat local comme moi, ça va, c'est encore au-dessus de la moyenne en fait t'es encore au-dessus de la moyenne du salaire moyen d'un Malaisien, mais pour eux en fait, si tu compares leur salaire à eux par rapport au niveau de vie, et depuis le Covid, ça devient de plus en plus difficile quand même. Donc oui, pour un Mhm. expatrié, comme souvent quand on va dans des pays en voie de développement, enfin, je pas envie de dire en voie de développement, je trouve ça un peu péjoratif, mais qui sont voilà encore en train de se développer, ben c'est sûr qu'on est à l'aise, on vit confortablement. Mais moi j'ai envie de dire, il faut aussi comparer avec ce qu'on peut gagner vraiment sur place en fait. Mhm, clairement. De toute façon, ça s'applique dans tous les pays, j'ai envie de dire, parce que c'est toujours délicat quand on veut s'installer quelque part. Il faut prendre tellement de choses en compte, que ce soit dans tout ce qui, enfin, de ce que tu gagnes, mais aussi ce que tu vas dépenser. Mais ce que tu vas dépenser, ça va dépendre de la région, ça va dépendre de la ville, mais ça dépend aussi de ta façon de vivre. Moi, maintenant, je sais que depuis plusieurs années, j'ai complètement réduit mes dépenses. Mais d'autres personnes, peut-être qu'il y a des choses qui, tu vois, enfin, il y a des personnes peut-être qui ont envie de se colorer les cheveux tous les mois. Moi, c'est pas mon cas, mais du coup, c'est un budget. Enfin, tu vois, c'est des petits trucs, mais du coup, c'est vrai que même quand on échange avec des personnes qui vivent dans le pays qu'on vise, il faut vraiment poser les questions par rapport à nous et pas par rapport à Ouais. la personne, en fait, parce que du coup, ça peut vraiment varier, quoi. Ouais, je suis d'accord, ça dépend totalement de ta façon de vivre, hein. Moi, je vis simplement, donc je vais te dire oui, on vit bien, mais il y a des gens qui ont besoin de d'être inscrits à la salle de sport ou de faire voilà plein de sortir beaucoup. Si tu sors ici, ça va te coûter un peu plus cher aussi. Mhm. L'alcool est plus cher, mais ouais. Si tu veux une idée, une ordre d'idée, si tu veux un studio à Kuala Lumpur coûte entre 300 et 400 euros, ouais, 300, 400, 500 euros en fonction du quartier. Là où j'habite, moi, qui est donc une ville de province, on va dire. C'est le même prix, mais pour un appartement avec 3 chambres. Voilà. Donc, je paie ouais, Ok. 350 euros.
Et est-ce que ça inclut électricité, eau, etc., Non, Internet? non, sans tout ça, mais c'est pas très cher. Bah, l'électricité, ouais, ça dépend. Ça dépend de ta consommation de la climatisation aussi. Dans un Bah, pays c'est aussi ça, tu chaud, vois, et c'est voilà. pour ça, c'est toujours, voilà. C'est toujours des petits comptes. Enfin, mais moi, à l'inverse, au Canada, si tu vis comme moi en Alberta, où c'est l'hiver, 8 mois dans l'année, ta consommation de chauffage peut faire la différence. Exactement. Et puis manger, c'est entre 4 euros maximum si tu vas dans des petits restos basiques, quoi. Ça, c'est chouette. Eh bien, écoute, on va arriver à la partie intéressante, mais juste pour conclure avec notre ami chat, il dit, en plus de ces points, il serait également judicieux de faire des recherches approfondies sur les visas, les opportunités professionnelles et les quartiers résidentiels avant de prendre ta décision. Bonne chance dans cette nouvelle aventure qui me dit, il est trop mignon. Et bien justement, dis-nous comment toi, t'es arrivé à pouvoir aller travailler en Malaisie, par quel type de visa, comment tu t'es débrouillé, et puis pourquoi d'ailleurs la Malaisie alors que tu avais dit que tu voulais pas y retourner. Ouais, ça c'est souvent ce qu'on me demande. Alors pourquoi la Malaisie? Parce que à ce moment-là, donc j'étais donc en Espagne, comme je te disais, en tant qu'assistante de prof de français. Mais l'Asie du Sud-Est me manquait. J'aime beaucoup cette région du monde et je me suis dit, il faut que je retrouve après mon VIE en Thaïlande, il faut que je me trouve un nouveau contrat là-bas. Si j'avais pu retourner en Thaïlande, je l'aurais fait, mais malheureusement, il n'y avait pas d'offre pour la Thaïlande. Et j'ai trouvé une offre de stage, donc comme j'avais repris mes études, une offre de stage pour l'Alliance française, donc de Kuala Lumpur en Malaisie. J'avais postulé à d'autres trucs, mais c'est eux qui m'ont répondu les premiers. J'ai eu l'entretien 2 jours plus tard et le lendemain, on me disait que j'étais prise et je me suis dit, waouh, ça va super vite. Est-ce que j'ai vraiment envie de retourner dans ce pays? Et puis je me suis dit, bon, écoute, c'est 6 mois et c'est l'occasion de donner une deuxième chance et le voir autrement finalement parce que les yeux d'un voyageur, c'est pas du tout la même vision qu'un expatrié en fait. Et voilà, c'est comme ça que je suis revenue. Donc c'était en 2018 pour 6 mois en Malaisie et puis bien sûr, ça s'est passé tout autrement. Alors j'avais pas de visa particulier. C'est pas facile d'obtenir un visa ici, donc c'est vrai que pour cette première expérience, j'étais en visa run. Donc j'étais en stage d'abord 6 mois. Et puis, bah, j'ai appris à aimer la vie ici. J'ai rencontré des amis, etc. Mais après ça, donc, je suis retournée en France quelques mois. À l'époque, j'avais encore un copain en France, donc j'y retournais régulièrement finalement. Et en fin d'année suivante, fin 2019, je suis revenue voyager en Asie parce que c'est impossible de pas venir, de ne pas être une fois par an en Asie. Donc, je suis venue 2, 3 mois voyager un petit peu bourlinguer. Je me suis dit, tiens, je vais repasser par Kuala Lumpur pour revoir mes anciens collègues, pour revoir un petit peu la vie, retrouver la vie ici. Et il se trouve que c'est à ce moment-là que j'ai rencontré mon copain actuel, qui à l'époque n'était juste qu'un ami puisque voilà, j'étais pas encore disponible. Mais voilà, je l'ai rencontré et puis d'autres personnes. Et je devais rentrer en France parce que j'avais pris un contrat, un court contrat, un petit CDD de 3 mois, début 2020. Et après ça, donc, je me suis séparée de mon copain de l'époque. Donc, je me suis dit, bah, ça y est, je vais retourner long terme en Malaisie, en Asie, etc. Et puis, notre cher ami Covid est arrivé. Et 2 semaines avant mon vol, tout a fermé. Ah, donc t'étais pas en Malaisie encore. J'étais pas encore en Malaisie. Et là, je me suis dit, je vais pas rester bloquée en France. Je peux pas rester bloquée en France. Et c'est là où j'ai recontacté l'Alliance française de Kuala Lumpur et j'ai dit, ben, est-ce que vous avez besoin d'un prof? Parce que là, en ce moment, je suis en France, mais j'aurais bien besoin d'un visa pour venir en Malaisie. Donc, ça les a arrangés, ça m'a arrangé aussi, en fait, d'obtenir un visa de travail cette fois-ci pour pouvoir entrer en Malaisie qui était ultra fermée à ce Parfait. moment-là. Et donc, j'ai pu y retourner seulement 10 mois plus tard, en octobre 2020, après beaucoup de paperasse. Voilà. Donc, en octobre 2020, je suis revenue pour un vrai contrat de 2 ans. Donc. Et puis, j'ai retrouvé à ce moment-là donc ce garçon que j'avais rencontré un an avant. Et puis, voilà, on est toujours ensemble aujourd'hui. Et qui était toujours disponible. Et oui, bien sûr. Est-ce que vous échangez un peu à distance ou pas du tout? Ouais, ouais, beaucoup. Et je trouve ça. Je sais pas si ouais, je pense que ça peut être ça a été peut-être une bonne chose puisque finalement on ne pouvait que parler et je pense qu'on a beaucoup discuté à ce moment-là de nos différences culturelles, se poser des questions en fait sur ce qu'on attendait d'une relation. C'est vrai qu'on a beaucoup échangé en fait
finalement. Et je pense que ça a été super bénéfique pour se comprendre et voir comment nos deux cultures pouvaient cohabiter dans un couple, en fait. Ouais, parce que j'ai envie de dire, des fois, la communication, c'est quand même plus simple par message ou par appel visio. Mais est-ce que, tu penses que c'était un coup de foudre entre vous? Je sais pas si je sais pas. Je sais pas si j'ai eu un coup de foudre dans ma vie, mais je sais pas ce qu'on appelle un coup de foudre. Mais oui, je pense que dès qu'on s'est rencontrés, on a eu, tu sais, cette envie d'être ensemble tout le temps, en fait. Juste de se sentir bien avec l'autre. Je sais pas si c'est ça C'est un qu'on coup de appelle foudre. ça un coup de foudre. D'accord. Mais ouais, de toute façon, l'attirance se fait par la personnalité de l'autre, donc Et donc, est-ce que tu te souviens de ce départ, justement, en octobre 2020, si j'ai bien suivi? oui. Est-ce que tu étais excitée, t'appréhendais un petit peu? Ouais, non, j'appréhendais pas parce que j'allais dans un territoire connu entre guillemets, juste la relation. Je savais pas ce que ça serait, mais c'est pas grave. En fait, j'y allais pas que pour ça non plus. Je me rappelle, ça a été très très angoissant comme période parce que la Malaisie était très très fermée à ce moment-là. Il fallait obtenir une autorisation du ministère de l'Éducation. Enfin, c'était tout un truc. On me disait peut-être la semaine prochaine et puis en fait la semaine suivante, le pays refermait. Quand ils voyaient qu'il y avait trop de cas en France, ah bah non, la France, personne de France ne peut arriver. Donc, ça a été tout un bazar. Et quand j'ai enfin obtenu l'autorisation de venir, je suis partie du coup 3 jours après en me disant si ça referme, non. On était dans l'avion. J'avais fait une correspondance, mais sur la correspondance donc du Qatar à Kuala Lumpur, on était 8-9 dans l'avion, pour te dire. Wow. C'était lunaire. On est arrivé, j'ai eu 2 semaines de quarantaine obligatoire dans une chambre où ils avaient vissé les fenêtres pour pas qu'on puisse les ouvrir au cas où. C'était une autre planète. Au cas où le virus s'échappe par les fenêtres, C'est ça. tu sais. J'ai fêté mes 30 ans en quarantaine, c'est un bon souvenir quand même. Ah, mais non! Oui. Mais non! Punaise, moi, les anniversaires, c'est tellement important, et le 30 ans en Ouais, plus. mais tu sais quoi, à chacun de mes anniversaires, j'essaie d'être dans un endroit un peu différent, enfin, de fêter un truc unique. Et ben là, je pense que franchement, pour mes 30 ans, je m'en souviendrai toute ma vie. Donc, je l'ai pris comme ça. Il n'y a pas beaucoup de monde qui pourront dire qu'ils ont fait ça pour leurs 30 ans. Ouais. Ils avaient déposé un petit gâteau devant ma porte et tout. Voilà. Non, c'était drôle. Ah, quand même! Oh, c'est sympa, Ouais. ça. Voilà. Donc, non, le retour s'est fait un petit peu dans le. Ouais, c'était un peu stressant, mais après ça, quand je suis sortie, tout était chouette. Et donc, du coup, tu as travaillé pour l'Alliance française, si j'ai bien suivi, ou est-ce que là, depuis... Enfin, donc là, t'es prof? Ouais, exactement. Prof. Qui sont tes étudiants? C'est des adultes, des enfants? Qui sont-ils? Il y a de tout. On enseigne des enfants, ados, adultes, privés ou entreprises. Donc c'est ça que j'adore en fait dans ce métier, c'est qu'on a vraiment des profils différents. Et alors les gens sont étonnés de savoir que les Malaisiens veulent apprendre le français. Alors il y en a pas mal qui veulent partir étudier en France. Je pense qu'on a cette image du pays un peu romantique et de la cuisine surtout parce que la cuisine. Alors ChatGPT ne t'a pas prévenu, mais la nourriture en Malaisie c'est quelque chose. Hein. Attention, c'est sacré. Donc Après avoir suivi tes stories d'il y a quelques semaines, d'ailleurs, il va falloir qu'on aborde ce point-là. Parce que j'ai jamais vu ça. La fin du ramadan, si je dis pas de bêtises, c'était bien ça. Ouais, c'est ça. Et t'as pris combien de kilos pendant cette semaine-là? Alors attends, j'ai appris de mes années passées et j'ai joué fine cette année. J'ai fait attention à pas trop manger dans chaque maison pour pas prendre 5 kilos au bout du compte. Non, je pense que ça s'est bien passé. Je me pèse pas, mais ça va. Raconte-nous, parce que moi j'ai vu les stories, c'est indescriptible. Je pense qu'il faut voir tes stories pour le comprendre. Ouais. Donc c'est passé, donc c'est trop tard, mais du mieux que tu peux, oralement en audio, comment tu décris justement cette fin du ramadan? La fin du ramadan, c'est très très festif ici et c'est vraiment l'occasion en fait de revoir beaucoup de monde, sa famille mais aussi ses amis. Et en fait, on est invité donc chez les uns et chez les autres quand ils font donc ce qu'ils appellent le open house. Et le open house en fait prépare à manger pour toute personne qui passerait dans la journée dire bonjour. Donc il y a beaucoup de nourriture de prête et c'est très important de manger. On peut pas refuser donc voilà. Et ça arrive en fait de visiter 3, 4, 5 maisons par jour, en fait, pour se souhaiter, se revoir, en fait, à la fin du ramadan, se souhaiter de bonnes choses. Et voilà, ça inclut donc de manger du riz du matin au soir. Mais est-ce qu'il y a une plage horaire
pour le open house, est-ce que c'est genre happy hour, genre de 4h à 6h? En général, c'est pas le matin, mais ouais, à partir de 11h, et certains vont dire jusqu'à until late, donc ça peut être jusqu'au soir. Et donc tu vraiment t'y vas quand tu veux. Et puis, alors ce qui est drôle, c'est d'essayer de planifier en fait avec les amis. On commence par quelle maison pour essayer de se retrouver un peu ensemble. Ensuite, on va à quelle maison, enfin de chercher un petit peu, enfin d'organiser tout ça. C'est surtout parce que donc dans la région où j'habite, c'est une plus petite ville et c'est voilà ici ils le fêtent encore plus, je dirais que dans la capitale. Donc ouais, c'est très festif, mais c'est génial en fait. Tout le monde porte son habit de fête, l'habit traditionnel. Et pour tout, en fait, tu vois les gens sur leur moto avec leurs habits traditionnels, tu vois les gens faire les courses. En fait, j'ai oublié de faire une vidéo, mais c'était excellent en fait de voir tout le monde faire ses courses avec son petit chapeau, son tout en fait. Donc c'est vraiment une semaine Excellent. très festive, feux d'artifice partout aussi. Mais qui travaille pendant cette semaine où tout le monde reçoit et va les uns chez les autres? Il y a toujours des jours fériés, bien sûr. Il y a au moins 2 jours fériés pour les 2 premiers jours donc de l'Aïd, mais il y a beaucoup de monde qui prend des vacances en plus. C'est vraiment le moment de retourner voir sa famille. C'est vraiment ce qu'ils appellent en malais le balik kampung, ça veut dire retour au village. Donc les gens en général, ils ont pris leur semaine de vacances à ce moment-là, quoi. Génial. Et là, j'imagine qu'il n'y a pas d'alcool. Là, moi, je suis en train de boire un petit verre de vin au moment où on se parle, mais j'imagine que la fête musulmane... Ouais. Non, pas d'alcool, non. Mais c'est pas grave, la fête peut être folle sans alcool aussi. Mais Ah, je suis totalement d'accord. Je suis totalement d'accord. non, si tu veux un peu d'alcool ici, Kelly, tu attends Chinese New Year, il y aura ce qu'il faut. Parce que comme je disais, on fête vraiment toutes les célébrations de chaque religion, chaque culture. Donc c'est ça qui est bien. Il y en a pour tout le monde. Ouais, ça doit être intéressant aussi à expérimenter. D'ailleurs, je vous invite à aller suivre son compte si vous voulez suivre ses petites aventures. En tout cas, moi, j'ai adoré suivre, te voir justement aussi en tenue, de voir les différents repas. En plus, t'as reçu, est-ce que c'était la première fois que toi, tu avais un open house? Ouais, c'est la première fois parce qu'on avait la place, donc on a la place dans notre appartement actuel. C'était la première fois et ça s'est super bien passé, mais ouais, un peu la pression. En fait, on sait pas combien de personnes vont venir nous dire bonjour, ça dépend s'ils sont occupés ou pas. Donc on a eu à peu près 35 personnes qui sont passées dans la journée. J'avais aucune idée, moi je cuisine jamais, j'avais aucune idée des quantités à préparer, mais ça s'est bien passé. Et tu seras encore plus prête pour l'année prochaine. Ouais. Du coup, avec ton copain, est-ce que... je suis pas du genre à faire des plans sur la comète parce que moi, c'est pas personnellement la façon dont j'ai envie de vivre aujourd'hui. Mais est-ce que vous envisagez un retour un jour en Europe ou est-ce que pour l'instant, vous êtes bien en Malaisie et vous vous posez pas trop de questions et vous vivez plus le moment présent? Bah, tu m'aurais posé cette question il y a 1 an et demi, je t'aurais dit non. On planifie pas du tout de retourner en Europe. Et en fait, il y a 1 an et demi, ouais, on est allé donc quelques mois en Europe pour faire un petit break et surtout pour que lui découvre ma culture et d'où je viens. Et puis on a fait tout un trip jusqu'en Turquie. Enfin, on a vraiment fait un long passage en Europe et de revoir mon pays à travers ses yeux, bah ça a changé ma vision que j'avais de la France. Enfin, non, ça n'a pas changé ma vision, mais ça m'a rendue curieuse à nouveau en fait. Parce qu'avant ça, moi, c'était strict, c'est non, je ne reviendrai jamais vivre en France. Mais ça, en fait, j'ai trouvé ça très intéressant de voir à travers ses yeux, ouais, en fait, des choses que j'avais peut-être oubliées du quotidien, qui sont agréables, qui sont belles. Et le mode de vie aussi européen, c'est vrai que les saisons me manquent énormément ici. Il n'y a pas de saison. Donc là, quand je vois les gens au début du printemps qui commencent à sortir sur les terrasses, ça me manque beaucoup. Mais revenir définitivement non plus. C'est-à-dire que j'ai besoin d'un peu d'Asie toujours. Et peut-être, on n'est pas fermé en fait à aller explorer ensemble un nouvel endroit. Parce que c'est vrai qu'ici, on est dans son environnement à lui. L'Europe, ce serait mon environnement à moi. Mais pourquoi pas en fait se trouver un entre-deux. Donc je me suis dit, on a été en Turquie quasiment 3 mois l'année dernière et on a adoré en fait être ensemble, à découvrir ensemble. Et je sais pas, peut-être que dans les années à venir, si on trouve comment, on pourrait aussi vivre au Moyen-Orient. Ça pourrait être un bon entre-deux entre l'Europe et l'Asie, je sais pas. J'adore. Ouais. Je suis plus fermée en tout cas à l'idée. Si Fille Expat existe toujours, j'aurais hâte de prendre de tes nouvelles dans quelques années, voir dans quel pays vous avez décidé Avec plaisir. de vous installer. L'idéal en fait, ce serait d'habiter un peu en Asie, un peu en Europe et puis un peu ailleurs en fait. J'aimerais bien trouver... Moi, mon travail aujourd'hui me permet cette mobilité géographique. Il faut encore qu'on trouve pour lui, mais franchement, c'est quelque chose qui le branche aussi, donc ce serait l'idéal en tout cas pour les années à venir.
Qu'est-ce qu'il fait lui dans la vie? Un peu tout. Il est touche à tout, donc il a travaillé à la base dans Homme le. à tout faire, Voilà, on c'est ça. adore. Ah non, mais il s'adapte et c'est ça qui est génial aussi. Mhm, Ouais, il s'adapte à tout, donc si mhm. quelqu'un a envie de l'employer quelque part au Moyen-Orient, il sera très content. J'allais dire, moi je peux t'aider au Canada, mais au Ah, Moyen-Orient, je peux pas il fait un t'aider. peu trop froid quand même au Canada. Je suis pas sûre que ce soit mon. C'est pas faux. Mais c'est agréable aussi l'hiver. Tu disais que tu voulais des saisons. Oui, Bah là, tu les auras. pas dans les extrêmes. Je te l'accorde. Du coup, avant que je te pose la petite question finale du podcast, est-ce qu'il y a un point en particulier que tu aurais aimé aborder, ou même si une femme aujourd'hui nous écoute et envisage justement d'aller s'installer en Malaisie, est-ce qu'il y a une chose en particulier qu'elle aimerait savoir? Oui, je repense un peu à ce que te disait GPT sur le fait de s'habiller de manière plus pudique. Donc c'est vrai que la Malaisie, bien qu'il y ait différentes cultures, c'est un pays musulman, c'est un État musulman. Faut pas non plus avoir peur de ça. Enfin, je veux dire, comme il y a une grande multiculturalité ici, il y a quand même beaucoup de respect en fait de l'autre. Donc moi, je porte des shorts et ça gêne pas en fait. Et j'ai jamais eu de mauvais regard, j'ai jamais eu de réflexion, parce que je trouve qu'il y a ouais, une ouverture à l'autre en fait, un respect de l'autre qui est assez agréable ici. Donc il faut pas avoir peur de cette connotation plus conservatrice parce que c'est pas très vrai en fait en Malaisie, à part certains États effectivement qu'il faut connaître, donc peut-être plus dans le nord, où voilà, on va s'habiller, on se couvre les jambes, on se couvre un peu les épaules, mais c'est pas non plus. J'ai jamais eu de remarques en fait, et c'est ça qui est génial ici, c'est que c'est beaucoup dans le respect et c'est très agréable. Donc voilà, je voudrais dire aux filles qui éventuellement envisageraient la Malaisie que c'est un pays vraiment ouvert à l'autre, où il fait bon vivre. Il fait un peu chaud, mais c'est pas grave. On s'y habitue, Euh, il y a la clim. Bref. Quelle est la meilleure saison d'ailleurs pour venir en Malaisie si quelqu'un voudrait venir en vacances? La saison la plus sèche, enfin, avec le moins de pluie, ça va être surtout en juillet, août et peut-être au mois de mai aussi. C'est assez variable aussi en fonction des États parce que donc la Malaisie, elle a une partie péninsulaire et une partie insulaire sur l'île de Bornéo où j'habite actuellement. Du coup, il y a des climats un peu différents. Ce qu'il faut vraiment éviter partout, c'est on va dire, de novembre à février, où il pleut vraiment beaucoup, où les îles, l'accès aux îles va être fermé, aux petites îles paradisiaques va être fermé, donc ce serait dommage. Voilà. Mais après ça, ouais, mai, juin, juillet. Ok, super intéressant. Est-ce que tu avais un autre point en particulier ou est-ce que je te pose la petite question finale? Non, je crois que c'est tout pour moi. Je sais que tu avais pris des petites notes. Non, j'avais pris des notes sur les petites questions à préparer. J'avais fait la bonne élève. Eh bien écoute, la question finale arrive. C'est avec du recul, quelle est la plus grande leçon que tu as apprise sur toi-même? Alors, je pense que comme beaucoup d'expatriés, on a envie de dire l'ouverture aux autres, enfin l'ouverture d'esprit. Mais moi, je pense que ce que j'ai le plus appris sur moi-même, finalement, c'est le fait que je sois capable de faire plus que ce que j'imagine. Et je pense que ça parlera à beaucoup d'expatriés aussi. Et j'aimerais que ça parle en fait à ceux qui ont un petit peu peur de se lancer parfois, parce qu'en fait, personne n'est jamais prêt. Enfin, je veux dire, voilà, pour reparler de la Thaïlande, quand je suis partie, j'ai passé mes 12 heures d'avion à pleurer, à me dire mais qu'est-ce que je suis en train de faire? On n'est jamais vraiment prêt, et pourtant on a des ressources qu'on n'imagine pas. Et en fait, voilà, j'ai appris après plusieurs expatriations seule dans différents pays qu'en fait je trouve toujours des ressources et on trouve toujours des ressources en soi. On est capable de plus que ce qu'on imagine. Donc il faut se lancer. C'est jamais facile au début, c'est jamais facile pour personne, même si c'est pas sa première expatriation. Donc ça permet de prendre confiance en soi aussi, en ses capacités. Et puis comme je le dis toujours, on peut toujours prendre un billet retour. Notre passeport, il n'y a pas de date de péremption. Donc nous, on a cette chance avec notre passeport français et européen de pouvoir rentrer quand on le sent en fait. Exactement. Super. Bah, écoute, merci beaucoup Célia d'avoir pris le temps aujourd'hui d'échanger avec moi et d'échanger sur ton parcours. J'espère que du coup ça t'a plu de passer dans les coulisses du podcast. Ouais, j'espère que je donnerai envie aux gens de venir visiter aussi la Malaisie, d'expérimenter un peu ce pays. Tu disais pour les stories sur la fin de Ramadan qu'elles étaient passées, mais je pense que je les mettrai à la une quand même s'il y en a qui ont envie de regarder plus tard. J'avais expliqué il y a 2 ans, on l'avait aussi fêté ici dans la ville natale de mon copain, et j'avais expliqué d'autres choses, et voilà, je les mettrai je pense à la une si ça intéresse certains de voir comment ça se passe ici. Parfait. Et ben, je mettrai le compte Instagram de Célia, comme toujours, dans la description de l'épisode, et aussi certainement je te taguerai au moment de la sortie de l'épisode, en fonction de quand les gens écoutent cet épisode. À vous de voir, ou est-ce que c'est plus facile pour vous d'aller chercher l'information. Et comme toujours, vous le savez, je me répète, on se répète tout le temps, tous les podcasteurs, mettre des étoiles
sur Spotify et Apple Podcasts. Ça nous aide à rendre le podcast visible. Mettez des commentaires. Remerciez Célia d'avoir partagé son histoire. Parce que c'est pas évident de passer derrière le micro d'un podcast quand on l'a jamais fait. Donc n'hésitez pas à la remercier d'avoir juste partagé. Vous pouvez juste lui dire merci Célia. Ce sera déjà très bien. Ça prend 2 secondes. Elle vient de prendre plus d'1 heure de son temps parce qu'on a parlé avant, on va parler après. D'ailleurs, elle va peut-être m'aider avec le podcast. Donc surtout, n'hésitez pas à la remercier pour son temps. Et puis, je te dis à très vite. De toute façon, là, on va couper pour l'enregistrement. On va continuer à chatter. Merci beaucoup, Kelly. C'était super en tout cas. Comment tu dis au revoir en malais? Salamat tinggal. Salamat tinggal. Oui. Est-ce que j'ai bien dit? Oui, quand même. Super. Merci beaucoup, Célia. Merci à toi. Ciao, ciao. Salut.